Bon, eh bien en place, s'il vous plaît. Partez. Bonjour Achille. On se la refait encore une fois. Hein. À Nice, Georges Lautner tourne son nouveau film. Attention. 665 prima. Ça dépend avec qui je tourne. Enfin, c'est ça, on m'aide quand même beaucoup. Faut reconnaître. C'est du brutal. Ça m'amuse de raconter des histoires et j'ai envie que ces histoires, les gens les voient, les écoutent. C'est quelques mois avant le tournage du film Les Tontons Flingueurs, sommet de la parodie de films policiers, que son réalisateur, Georges Lautner, achète avec sa femme Caroline une maison dans le pays de son enfance, sur la Côte d'Azur, au-dessus de la ville de Grasse. C'est dans ce vieux moulin, grande bâtisse d'environ 14 pièces, qu'il va concevoir et préparer une grande partie des films qui feront de lui l'un des plus prolifiques réalisateurs français de son époque. Georges Lautner, c'est 43 films réalisés sur une période de 34 années. De gros succès en salle avec les comédiens vedettes du moment comme Jean Gabin, Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, et des collaborations scénaristiques savoureuses avec Michel Audiard ou Jean-Loup Dabadi. Georges aime les couleurs et le climat du Sud. Il y est né et il y a passé une partie de son enfance. En 1962, quand il cherche un lieu pour se poser avec sa famille, c'est tout naturellement qu'il retourne vers les ciels bleus de la Côte d'Azur. Il tourne souvent dans les studios niçois de la Victorine où bon nombre de films européens sont réalisés. Avec l'acquisition de cette maison, Georges retrouve ses racines. Il est né à Nice 35 ans plus tôt, en 1926. Le grand-père de Georges, Charles Lautner, était autrichien et bijoutier. Arrivé en France, il installe une boutique à Nice. Son fils, Léopold, le père de Georges, devait prendre la suite, mais il s'engage en 1914 comme pilote de chasse. Après-guerre, passionné par l'aviation, il fait des meetings et se tue en avion en 1938. Georges a alors 12 ans. C'est à Paris qu'il va alors vivre auprès de sa mère, la comédienne Renée Saint-Cyr. Il va au cinéma, fasciné par les grands films américains avant qu'ils ne soient interdits. Il passe son adolescence dans le Paris occupé. Après-guerre, après quelques années d'études, il fréquente les ciné-clubs et se tourne vers le cinéma. Il devient décorateur, puis assistant réalisateur, passant parfois devant la caméra. Mais c'est derrière elle qu'il se sent le plus à l'aise. J'étais assistant réalisateur, petit assistant réalisateur, et ça m'a servi énormément. Parce que voir les acteurs dans le maquillage, avant qu'ils aillent faire une scène importante, avec leur angoisse, leur trac, on leur apporte un café. On sent leur sensibilité. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à parler aux acteurs après, quand j'étais metteur en scène. Je me suis souvenu de cette sensibilité. Je me suis souvenu de cette terreur. Et j'ai été très gentil. Et ça m'a beaucoup servi dans la vie. Au Moulin, à l'heure de raconter sa vie et parmi les fidèles qui venaient lui rendre visite, il y a eu José-Louis Bocquet, écrivain,
qui a écouté Georges Lautner raconter sa carrière. Ensemble, ils ont écrit un livre de souvenirs. Alors on pourrait se dire, c'est super pratique d'avoir une maman actrice pour s'incruster dans le cinéma. Alors c'est sûr qu'il a 20 ans quand il commence à être stagiaire et que les premiers films sur lesquels il commence un peu à apparaître au générique, mais vraiment je ne sais même pas si le générique, mais enfin il apporte les cafés, c'est souvent des films dans lesquels sa mère est vedette. Il apprend le boulot. Il apprend le boulot et c'est une époque, donc l'après-guerre, ces années 50, où l'industrie du cinéma est extrêmement active. Et donc ce qu'il apprend, c'est que un réalisateur, il travaille avec des gens comme Norbert Carbonneau, Darren, des gens complètement oubliés, mais qui font 2 films par an. Voilà. Et Georges, ce qu'il apprend avec ces réalisateurs oubliés, c'est que pour tenir les délais, que pour monter le film à temps, il faut gagner du temps. Et gagner du temps, c'est avoir une équipe à demeure. Travailler toujours avec une même équipe, ce sera la règle d'or que va suivre Georges Lautner tout au long de sa carrière, quitte à refuser des films quand on veut lui imposer un chef opérateur. De ses premières expériences comme assistant, il avait gardé cette tristesse de la fin de tournage où tout le monde part dans la nature et ne se retrouve pas. Et que je crois qu'il a toujours lutté contre ça, c'est-à-dire d'avoir sa famille en permanence autour de lui. Cette bande Lautner devient la bande des amis. Et le Moulin de Grasse est là pour les accueillir, les abriter entre 2 tournages. Tous y passent, tous s'y croisent, techniciens, scénaristes, comédiens. La bande à Lautner a trouvé son refuge. Dans ce lieu d'accueil, il y a auprès de Georges sa femme Caroline. Mannequin, elle fera vivre le couple pendant les années de galère où Georges enchaîne les petits boulots d'assistant metteur en scène et quand la maison est achetée, lorsque la carrière de Georges décolle, c'est elle qui prend soin du lieu et des convives. Tous ces gens étaient abonnés au moulin. Albert Cantoff, âgé aujourd'hui de 93 ans, a été l'assistant puis l'un des scénaristes de Georges Lautner pendant de longues années. Mariés à 2 sœurs, ils ont donc été beaux-frères. Et Georges avait sans cesse besoin de tout ce monde autour de lui. Il y avait toute l'organisation, grâce à Caroline, qui tenait toute la maison et qui s'occupait de tout ce qui était l'organisation. Georges, lui, recevait les gens. Nous étions rarement moins de 10 à table. Et c'était vraiment formidable. Ces déjeuners sur la terrasse, sur cette table en pierre, c'était merveilleux. Georges, dans sa grande demeure, aimait se lever tôt pour travailler, trouver des idées. Même lorsque les amis sont là, il ne s'arrête pas. Il y avait une chose qui était très étrange dans la manière dont Georges travaillait. Et dans son bureau, qui était à ce moment-là au 2e étage, avec une grande vue sur la vallée, il était allongé à plat ventre sur le plancher, sur la moquette ou le tapis, un oreiller devant lui, et il écrivait face à la terre, et il passait des heures comme ça. Le bureau de Georges est aujourd'hui une chambre à coucher et c'est au cœur de la maison, entre 2 étages, que sont rassemblées les archives du cinéaste. On y retrouve pêle-mêle, entre bobines et clap, les scénarios de presque tous ses films. Les livres sur ses amis, comédiens ou auteurs, et les affiches de certains de ses longs métrages. Le premier intitulé « La môme au bouton », qui fut un échec, et qui le laissera sur la touche pendant plus d'1 an. Et tout à côté, celle de Marche ou crève, le 2e long métrage réalisé en 1959, qui lancera sa carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisqu'il a été grillé par La môme au bouton,
que finalement redevenir assistant, c'est vraiment pour payer le loyer, mais qui veut être réalisateur. Donc c'est un homme de volonté. Et c'est quelque chose dont il parlera jamais, en fait. Mais il monte une boîte de production, il va chercher Blier, Blier lui fait confiance, il va acheter les droits d'un polar inconnu au Fleuve Noir. Et quand je dis que Georges est un combattant, c'est-à-dire qu'il n'attend pas sur le trottoir que quelqu'un vienne lui dire « Oh, vous avez du talent, vous allez faire du film ». Il construit sa carrière lui-même. C'est le premier que j'ai eu envie de faire, c'est le premier sur lequel j'ai été payé, et j'ai joué ma peau pour le faire. C'était important, c'était marche ou crève. Et c'était pas un slogan, c'était une menace. Et ça n'a pas crevé. Mais je l'ai fait grâce à Bernard Blier, qui m'a aidé. Blier, c'est le mec auquel je dois tout. Bernard Blier, de 10 ans son aîné, est l'un des piliers du clan Lautner. Comédien reconnu en France et en Italie, il va aider Georges à donner à ses longs métrages une notoriété plus forte. S'ensuit une collaboration sur 8 films et une amitié qui durera jusqu'à la fin de leur vie. De nombreux comédiens sont depuis passés devant la caméra du réalisateur, comme Gérard Lanvin, qui a tourné l'un de ses premiers films sous la direction de Georges Lautner. 3 ans et demi. Pour Georges Lautner, notre Georges. Il avait d'abord un amour immodéré pour les comédiens, un amour de la vie. Si vous aviez envie de venir chez lui pour dîner, c'était open et ouvert. Donc il y avait à l'époque évidemment une intention de tous, parce qu'il était moins âgé. Je vous parle de ça, moi, je sais pas, il y a peut-être 30 ans. Hein. Donc Georges était encore en capacité de sortir le soir, d'aller boire des canons, de vous recevoir à la maison, de rigoler, etc. Il n'y avait aucune fatigue, ces mecs-là. Il aimait la vie et les gens. Et c'est en cela que j'ai eu un comportement tout d'un coup populaire avec ce monsieur ce monsieur qui avait fait tant de films et qui était resté simple et amoureux des gens. Il aimait les gens. Et c'est pour ça qu'il faisait des films populaires. Chacun a sa tactique dans la vie. Moi, j'avais les copains. Les copains d'abord. Et on avait tous envie de bouffer. Et je les imposais à toutes les productions. Mais c'était notre peau qu'on défendait. Et c'était le fait de travailler ensemble qui était notre force. L'amour des comédiens, c'est quelque chose qui peut unir des gens. Je pense qu'il y a chez Lautner un amour immodéré des comédiens. On sait que c'est un comédien refoulé. C'est quelqu'un qui, quand il était jeune, voulait être acteur, et puis il était tellement timide que ça n'a pas marché. Mais il a gardé cet appétit pour les comédiens, et pas seulement pour les grands, évidemment Gabin, évidemment Belmondo, évidemment Delon. Mais les seconds rôles racontent que c'est quelqu'un qui allait vers eux, qui leur parlait, qui était sensible à leur jeu, etc. Et effectivement, s'il y a bien alors une marque du cinéma de Lautner, c'est aussi l'attention à ça, qui est une marque d'un certain cinéma français qui est commun aussi chez Renoir, donc qui balaye l'ensemble des genres du cinéma français, l'amour des seconds rôles. Je voudrais que tu vois surtout la place d'arrivée de Marcel avant. Lolo, oui. Donne-moi un cadre serré. Vous voulez avancer? Georges commence à enchaîner les projets. Sa carrière de réalisateur est lancée et va durer plus de 3 décennies. Son équipe de techniciens est constituée et l'accompagne sur tous ses films. Il a la réputation de tourner vite, avec de petits budgets. Il accepte un film que personne ne voulait tourner, Le Monocle Noir. C'est un succès. Ce film policier aux allures de burlesque sera suivi de 2 autres et fera la série des Monocles. Presque un peu confidentiel, quelques bonnes adresses, et Paul absolument impassible. Parfait. Et c'est vous qui allez marquer la réaction. C'est vous qui allez marquer le bide. La Gaumont, alors plus gros distributeur et producteur de France, remarque ce réalisateur doué et qui fait des entrées. On y va comme ça. Bon, bien en place, s'il vous plaît. Georges signe un contrat avec Gaumont, avec qui il réalisera tous les films à venir. Le premier d'entre eux est adapté d'un roman de la série noire, Grisby or Not Grisby, d'Albert Simonin.
Le titre du film deviendra Les Tontons Flingueurs, réalisé par Georges et dialogué par Michel Audiard. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Georges m'avait demandé qu'est-ce qui arrive quand des gangsters arrivent dans une surprise partie. J'avais noirci une page. Bon, je l'avais terminée en disant ils finissent par beurrer des sandwichs à la cuisine. Il avait eu l'intuition que ça marcherait, alors que Michel Audiard et Simonin n'en voulaient pas. Il a tellement insisté qu'ils ont été obligés de rédiger la scène. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tourlière, une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Les Tontons Flingueurs, c'est un succès à l'époque, hein. C'est pas du tout un film maudit. C'est un gros succès public. C'est même un succès critique. Même les cahiers du cinéma en disent du bien. Parce que justement, il y a cette espèce de tonalité que Lautner travaille depuis quelques films, qui peuvent être des comédies noires, qui peuvent être regardées au premier et au second degré. C'est ce qui fait que Lautner, très rapidement, devient un réalisateur populaire, parce que finalement, tout le monde y trouve son compte dans les films de Georges. Dans la maison de grâce, Georges et Caroline Lautner, qui ont 2 enfants, sont à l'abri du tumulte parisien. Georges, enchaînant les films, convoque désormais au moulin les scénaristes et les auteurs qui l'aident à mettre en mots les longs métrages que lui commandent les producteurs de la Gaumont. Et nous sommes arrivés dans cette maison, cette pièce gigantesque avec la roue de pierre tout au fond. Et ça avait immédiatement un charme extraordinaire sur la terrasse. C'était un paysage toscan. Et puis, toute la vallée était pratiquement déserte. Et c'était fabuleux. Et là, face à cet endroit, c'était à la fois mystérieux, poétique et beau. Cette maison était un logis qui inspirait totalement, parce que elle avait un côté à la fois romantique. On avait l'impression que des générations de gens avaient dû passer par là, et c'était absolument fabuleux de se retrouver, de descendre l'escalier, de remonter, d'être là. Alors Georges me racontait à propos de ce moulin, c'est que oui, c'était un moulin où on pressait l'huile d'olive, mais il disait qu'en fait, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ce moulin fonctionner et presser de l'huile d'olive. C'était un moulin abandonné, en fait, très longtemps, mais c'était l'endroit où les jeunes de Grasse se donnaient rendez-vous pour des rendez-vous amoureux. Et donc Georges disait, c'est pour ça que cette maison a de bonnes vibrations, parce que les gens y venaient faire l'amour. Et c'est vrai que c'était une maison qui avait des vibrations formidables, puisqu'elle est évidemment accrochée à flanc de colline. La nuit, pour s'endormir, même en fermant la fenêtre, on entendait la cascade, le torrent descendre le long du moulin. Donc il y a cette espèce d'énergie permanente, parce que l'eau, c'est des vibrations d'énergie quand même. Alors qu'on est en pleine nature, cette maison avec des escaliers, des petites chambres, comme une sorte de labyrinthe. Il y avait là une atmosphère et une ambiance vraiment présidée par l'amitié, par la chaleur et par lui. C'est lui qui rayonnait autour, et on croisait là, dans ces soirées amusantes,
des artistes comme Jean-Paul Belmondo, qui était un ami personnel comme tant d'autres, mais aussi les réalisateurs qui étaient avec lui, ou en tout cas les assistants qu'il avait pu avoir, ou Rémi Julienne, qui était un fidèle des fidèles au niveau des cascades. Et il laissait souvent parler les gens, il intervenait relativement peu, mais il était attentif à ce que tout le monde soit bien. Allez, Jojo Lautner. Olivier Marchal, réalisateur et ancien policier, était un proche de Georges Lautner. Il n'y avait pas cette espèce de sacralisation du métier d'acteur. Et lui, Georges, se prenait pas non plus pour un grand metteur en scène. Il se prenait pour un mec qui fait des films. Il y avait une espèce d'opulence, d'amitié, d'amour, de partage, de tout ça. Georges, c'était ça. Je pense que tout le monde aime Georges Lautner. Il n'y a pas un mec qui m'a dit du mal de lui. À Paris, en parallèle du montage des Tontons Flingueurs, Georges prépare son nouveau film. C'est alors qu'une toute jeune comédienne se présente à lui. Elle s'appelle Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, une première. Elle entre dans le clan Lautner. Ils vont tourner ensemble 13 films. Alors Mireille d'Arc, elle est emblématique du cinéma de Georges Lautner, et pourtant elle n'est pas dans les Tontons Flingueurs. Ils se rencontrent au moment où Georges est en train de justement faire le montage des Tontons Flingueurs, mais donc selon sa fameuse technique de « je monte un film mais je dois déjà être sur le suivant », il est déjà sur l'adaptation d'une série noire qui va devenir Les Pissenlits par la racine. Il fait le casting tout en faisant le montage. Et là, il y a Mireille d'Arc qui arrive. Je crois que c'est un coup de foudre professionnel immédiat. Il se dit « ça va être elle. Ça va être elle va être formidable. » C'est Lautner, c'est Blier, c'est Audiard. Et c'est ce qui va aussi construire la personnalité à la ville comme à la scène de Mireille d'Arc, c'est qu'elle doit tenir la dragée haute à ces types qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et qui voient arriver la petite donzelle comme ça, alors ma cocotte, tu crois que tu vas pouvoir nous donner la réplique? Oui, elle peut donner la réplique. Et Mireille d'Arc, devant la caméra de Lautner, va donner la réplique aux grandes stars du cinéma français. Car avec le succès des Tontons et des films qui suivent, Georges Lautner se voit confier les grandes vedettes de la société de production Gaumont, comme Jean Gabin. Qu'est-ce qu'il vient faire Brunet là-dedans? Oh, mais prends ton temps, réfléchis à ça et à autre chose. Parce qu'avec ton palmarès, t'es bon pour l'Arleg. Puis ce sera Alain Delon. Mais c'est ça le ton. Il faut qu'on retrouve le... Et toi, tu peux y aller encore. Et enfin, Jean-Paul Belmondo. Et qui donc joue à Genève? Une camarade. Ces grandes stars du cinéma français vont faire avec lui des films qui marchent très bien en salle et qui feront les beaux jours du producteur. La recette, cascade, gros flingue et énorme vedette. Oui, il m'a fait rencontrer Belmondo, le mec, à l'époque où Belmondo faisait le professionnel. Il m'a dit, viens. Et vous rencontrez votre héros, quoi. C'est quand même une alu, quoi. Ça va. Et aujourd'hui, j'ai vu Belmondo il n'y a pas longtemps, Bébel, avec Pierre Richard. On a bu des coups ensemble. Et c'est pas ordinaire pour vous, parce que c'est vos héros d'avant. Mais maintenant, vous faites partie de la troupe. Et ça, c'est grâce à Georges Lautner qui a su vous présenter à d'autres qui avaient le même esprit. D'ailleurs, Belmondo n'a jamais été quelqu'un qui s'est pris pour. C'est pour ça que les gens l'aiment autant et le respectent autant. Mais Georges cherche aussi une autre reconnaissance, celle de l'auteur, celle du créateur. Il tente des films plus personnels, allant même parfois chercher ses têtes d'affiche de l'autre côté de l'Atlantique. Il tourne La Route de Salina avec son équipe française et Rita Hayworth. Ce sera son film préféré, mais qui n'aura aucun succès public. Oh, j'avais eu des rêves de grandeur, quoi. Tout simplement. Je sais pas, j'avais rêvé de voyager, d'aller faire des films à l'étranger, d'avoir des acteurs internationaux, de faire des films très graves, très sérieux, ayant des prolongements métaphysiques. Enfin, je sais pas, enfin, je blague un peu, mais enfin, j'avais une certaine ambition de choses, mais j'ai pas renoncé à ça, si vous voulez. J'ai repris une voie qui était la mienne, où je savais que j'étais assez fort, mais si vous voulez, ça a stoppé les désirs de changement. 43 longs métrages en 34 ans, avec en poche les Tontons Flingueurs, film devenu culte pour les jeunes générations.
Georges Lautner arrête de tourner après un dernier long métrage, en 1992, intitulé « L'inconnu dans la maison », avec Jean-Paul Belmondo. Jusqu'à la fin de sa vie, Georges passera une grande partie de l'année dans son moulin de Grasse, à l'abri du monde, mais toujours heureux d'y recevoir ses amis, ce clan qui l'a toujours accompagné. C'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer plutôt, quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un avec lequel on a envie de se fâcher. Il faisait du cinéma parce qu'il aimait les gens, il aimait le public, il aimait les acteurs et il s'amusait. Il adorait Bébel, il adorait Ventura, il adorait Blier. Moi, c'est tous les mecs. J'avais envie que ça soit mes papas, mes oncles, mes grands frères et tout. Voilà. Georges, c'était un chef de groupe. C'est un type qui avait l'énergie d'emmener les autres derrière lui. Et ça, c'est de toute façon, des mecs qui ont eu des vies pleines et heureuses. Hein. Il n'y a pas de problème. Et il est à la fois le patriarche et le seigneur bienveillant de ce moulin.